Avant de nous plonger dans cette incroyable histoire de courage, de trahison et de rédemption, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Ce soir, vous allez découvrir comment le geste courageux d'une petite fille de 6 ans sans domicile fixe a non seulement sauvé une vie, mais aussi mis au jour un complot mortel qui touchait les plus hautes sphères de la société. Cette histoire vous rappellera que les héros se cachent parfois dans les plus petits d'entre nous et que les plus vulnérables possèdent parfois la plus grande force. Bonne lecture. Le soleil d'automne peignait les rues du centre-ville de teintes dorées, tandis qu'Eduardo Monteiro ajustait le poignet de sa chemise italienne et regardait sa montre pour la 3e fois. À 42 ans, il portait le poids d'une fortune bâtie grâce à sa détermination et à ses décisions commerciales judicieuses, mais aussi la légèreté de quelqu'un qui avait toujours su utiliser sa richesse à bon escient. Cet après-midi-là, chaque détail devait être parfait. Le restaurant Le Jardin apparut devant lui comme une oasis d'élégance au cœur de la ville animée. Les tables en terrasse, ornées de compositions florales, contrastaient magnifiquement avec l'agitation constante de l'avenue. L'arôme des épices exotiques se mêlait au parfum des fleurs, créant une atmosphère qui promettait une soirée inoubliable. Eduardo prit une profonde inspiration, sentant un mélange de nervosité et d'anticipation alors qu'il se dirigeait vers l'entrée. Soudain, une petite voix timide le fit s'arrêter. À ses pieds, une petite fille d'à peine 6 ans lui tendait sa petite main sale. Ses grands yeux sombres brillaient d'un mélange d'espoir et de résignation qui touchait tout cœur sensible. Ses vêtements déchirés et tachés racontaient une histoire d'abandon qu'Eduardo ne connaissait que trop bien. « S'il vous plaît, monsieur », murmura-t-elle en évitant son regard. Ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Eduardo se souvenait parfaitement de ses yeux, de cette même expression suppliante qu'il avait touchée à d'autres occasions. Sans hésiter, il fouilla dans sa poche et en sortit plusieurs billets qu'il déposa dans les petites mains de l'enfant avec la délicatesse de quelqu'un qui manipule un objet précieux. « Merci », murmura-t-elle, et pour la première fois ses yeux rencontrèrent les siens. À cet instant, Eduardo vit quelque chose qui le troubla profondément. Une sagesse prématurée, comme si cet enfant portait des secrets trop lourds pour son âge. Le sourire qu'elle lui offrit était pur et sincère, et contrastant brutalement avec la réalité cruelle qui l'entourait. Eduardo sentit une boule se former dans sa poitrine, une envie inexplicable d'en faire plus, de changer la situation de cet enfant. Mais les aiguilles de sa montre lui rappelèrent l'engagement qui l'attendait à l'intérieur du restaurant. Isabella l'attendait déjà. À 35 ans, elle incarnait l'élégance sophistiquée. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés encadraient un visage qui semblait sculpté par un artiste. Sa robe bleu marine soulignait chaque courbe de son corps élancé, et le sourire qu'elle lui adressa lorsqu'elle le vit approcher fit battre son cœur plus fort. « Tu es en retard », le taquina-t-elle en l'embrassant doucement sur la joue. « Je pensais que tu avais décidé de ne pas me faire de surprise. » Eduardo tira sa chaise avec galanterie, admirant les reflets dorés de la lumière du soir dans ses cheveux. « Je ne renoncerai jamais à un moment comme celui-ci, » répondit-il, sentant son trac monter à nouveau. « Ce soir est spécial, Isabella. » Le restaurant bourdonnait de l'énergie typique d'une soirée animée. Des serveurs impeccablement vêtus circulaient entre les tables avec la précision d'une chorégraphie répétée. Le son discret des conversations animées se mêlait au tintement des verres et des couverts, créant une symphonie urbaine réconfortante. Mais quelque chose semblait différent ce soir-là. Eduardo ne pouvait se défaire de l'image de la petite fille dans la rue. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui le dérangeait, une sensation étrange qu'il ne pouvait définir. Peut-être était-ce simplement la nervosité liée à la soirée spéciale qu'il avait prévue, ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, une intuition que son esprit rationnel ne pouvait encore analyser. Alors que le serveur s'approchait avec une précision professionnelle, portant un plateau en argent qui reflétait les lumières ambiantes, Eduardo réalisa que la soirée ne faisait que commencer. Mais il sentait déjà que rien ne serait plus pareil après ce rendez-vous. Sans savoir à quel point il avait raison, il se prépara à vivre l'une des nuits les plus décisives de sa vie. Le champagne Dom Pérignon pétillait dans les coupes en cristal, tandis qu'Eduardo observait le visage radieux d'Isabella. La table était décorée de pétales de roses et de bougies parfumées qui créaient une atmosphère intime, malgré l'agitation du restaurant. Chaque détail avait été soigneusement pensé pour rendre cette soirée inoubliable. « À nous !» dit Eduardo en levant son verre. «
à tout ce que nous avons construit ensemble et à tout ce qui nous attend encore. Isabella sourit énigmatiquement, ses yeux verts brillant d'une intensité qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « À nous » répéta-t-elle, en faisant teinter leurs verres, dont le son cristallin résonna au-dessus de leur tête comme une promesse. Le premier plat arriva avec une présentation impeccable. Un carpaccio de saumon au capre et à l'huile de truffe qui éveillait les sens rien que par son arôme. Eduardo observait chaque geste d'Isabella, tandis qu'elle coupait délicatement de petits morceaux et les portait à ses lèvres roses. Il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements qui l'avait toujours fasciné. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demanda-t-il, essayant de repousser l'étrange sensation qui l'accompagnait depuis sa rencontre avec la jeune fille dans la rue. Isabella rit d'un son mélodieux qui attira les regards admiratifs des tables voisines. « Comment pourrais-je oublier? Tu as renversé du café sur ma blouse blanche préférée dans le hall de l'hôtel. » Ses doigts jouaient avec la bague en diamant qui ornait sa main droite. « Je pensais que tu n'étais qu'un autre homme d'affaires maladroit qui essayait de m'impressionner. » « Et tu n'avais pas tort, » admit Eduardo, se détendant pour la première fois de la soirée. « J'étais tellement nerveuse en te voyant que j'ai complètement perdu mes moyens. » La conversation coulait naturellement entre eux, ponctuée par les plats qui arrivaient les uns après les autres. Risotto au cèpe, médaillon d'agneau à la réduction de vin rouge, accompagnement qui ressemblait à de petites œuvres d'art. Isabella commentait chaque saveur avec des connaissances dignes d'un sommelier, démontrant la sophistication qui avait toujours caractérisé sa personnalité. Pendant le repas, Eduardo remarqua qu'Isabella connaissait bien les serveurs. Elle salua certains d'entre eux par leur nom et fit des demandes spécifiques, avec l'aisance de quelqu'un qui fréquentait régulièrement l'établissement. Une pointe de curiosité le titilla. Il ne savait pas qu'elle venait si souvent au Le Jardin. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il avec désinvolture en observant un serveur s'approcher avec une attention particulière pour servir Isabella. « Parfois, » répondit-elle en détournant légèrement le regard. « C'est un endroit spécial, parfait pour des occasions comme celle-ci. » Sa main trouva la sienne sur la table, leurs doigts s'entremêlant doucement. « Tu as très bien choisi, Eduardo. » Le maître d'hôtel s'approcha de leur table avec une révérence presque théâtrale, portant un petit coffret enveloppé dans du papier doré. « Avec les compliments de la maison, » annonça-t-il en déposant le cadeau devant Isabella, « pour célébrer cette soirée spéciale. » Eduardo fronça les sourcils, surpris. Il n'avait parlé à personne du caractère spécial de cette soirée. Comment le restaurant était-il au courant? Isabella semblait tout aussi surprise, mais ses yeux brillaient de plaisir tandis qu'elle défit délicatement le nœud. À l'intérieur de la boîte, un bracelet en or blanc serti de saphir bleu captait la lumière des bougies. C'était un bijou magnifique, manifestement très coûteux, et Eduardo se demanda quelle relation Isabella entretenait avec la direction du restaurant pour mériter une telle attention. « C'est magnifique », murmura-t-elle en laissant Eduardo passer le bijou à son poignet. « Mais tu n'aurais pas dû... »« Je n'aurais pas dû », commença Eduardo, mais il fut interrompu par l'arrivée du serveur avec le dessert. Le gâteau au chocolat belge était accompagné de fruits rouges et d'une petite carte sur laquelle on pouvait lire « Pour une soirée parfaite ». Eduardo regarda Isabella admirer la présentation, mais une étrange sensation grandit dans sa poitrine. De petits détails commençaient à s'additionner, créant une image qu'il ne comprenait pas tout à fait. L'image de la jeune sans-abri lui revint à l'esprit sans crier gare. Ses grands yeux sages, l'expression de quelqu'un qui porte des secrets trop lourds. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui continuait de le troubler, une urgence dans sa voix qui semblait maintenant résonner dans sa mémoire avec plus de clarté. Isabella se leva gracieusement, interrompant ses pensées. « Je vais aux toilettes me refaire une beauté », annonça-t-elle en embrassant doucement son front. « Ne commence pas le dessert sans moi. » Eduardo la regarda s'éloigner, admirant son élégance même en talons hauts. D'autres clients l'observaient également, et il ressentit une pointe de fierté mêlée à quelque chose de plus complexe qu'il ne pouvait identifier. Le silence qui s'installa à table après le départ d'Isabella fut comblé par les bruits ambiants du restaurant. Eduardo tapotait nerveusement du bout des doigts sur la surface en marbre, son regard errant dans cet environnement élégant sans vraiment rien voir. Le sentiment de malaise qui l'avait accompagné tout au long de la soirée semblait s'intensifier à chaque minute qui passait. Le gâteau au chocolat était toujours devant lui, ses couches parfaites ornées de fraises fraîches et d'une délicate décoration en sucre.
La présentation était impeccable, comme tout dans ce restaurant, mais quelque chose dans ce dessert le dérangeait inexplicablement. Peut-être était-ce simplement la nervosité liée à cette occasion spéciale, ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond que son intuition essayait de lui communiquer. Eduardo observa les autres clients autour de lui. Des couples élégants conversaient à voix basse, des cadres discutaient affaires autour d'un verre de vin rouge, et des familles aisées célébraient des occasions spéciales, avec le naturel de ceux qui sont habitués au luxe. Tout semblait parfaitement normal, mais il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose n'était pas à sa place. Ses pensées furent interrompues par un mouvement soudain parmi les tables. La petite fille sans abri qu'il avait croisée à l'entrée courait vers sa table, esquivant les serveurs et les clients avec une agilité désespérée. Elle avait les yeux écarquillés de peur, et haletait comme si elle avait couru une longue distance. Eduardo se redressa sur sa chaise, surpris par cette apparition inattendue. Comment avait-elle réussi à entrer dans le restaurant? La sécurité était stricte dans cet établissement, surtout avec les enfants des rues. Avant qu'il n'ait pu formuler la moindre question, elle atteignit le côté de sa chaise et s'accroupit, murmurant avec une urgence désespérée « Mon oncle, ne mange pas ce gâteau !» Les mots sortirent dans un souffle, chargé d'une angoisse qui glaça le sang d'Eduardo. Elle a mis quelque chose dedans. Le monde sembla s'arrêter un instant. Eduardo regarda la fillette, puis le gâteau, puis à nouveau ses grands yeux brillants de larmes de désespoir. Sa voix était basse mais claire, chaque mot prononcé avec une conviction qui ne pouvait être ignorée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Eduardo se pencha vers elle, sa voix réduite à un murmure. « Comment tu sais ça ?» Mais la petite fille reculait déjà, ses yeux nerveux scrutant les environs comme à la recherche d'une menace invisible. « Je l'ai vue, » murmura-t-elle rapidement. « Dans la cuisine. Elle connaît les gens d'ici. » Ses petites mains tremblaient visiblement. « Elle ne doit pas savoir que je t'ai dit. » Avant qu'Eduardo n'ait pu poser d'autres questions, la fillette se retourna et repartit en courant entre les tables, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Il essaya de se lever pour la suivre, mais elle s'était déjà fondue dans la foule des clients et du personnel, comme si elle n'avait jamais été là. Eduardo resta immobile, le cœur battant à tout rompre, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ramassa la serviette pour essuyer la sueur froide qui perlait sur son front. Était-il possible que cet enfant dise la vérité, ou était-ce simplement le fruit de l'imagination d'un esprit infantile traumatisé par la vie dans la rue? Il regarda à nouveau le gâteau, qui semblait désormais menaçant sous la lumière dorée des bougies. Chaque détail de la décoration, qui lui avait semblé parfait auparavant, éveillait désormais ses soupçons. Le glaçage était trop lisse, la consistance légèrement différente à certains endroits. Ou était-ce simplement son imagination qui lui jouait des tours? Le bruit de talons hauts qui approchaient le fit lever les yeux. Isabella revenait des toilettes, encore plus radieuse qu'auparavant. Elle avait retouché son maquillage et son rouge à lèvres, et ses cheveux semblaient avoir été recoiffés. Le sourire qu'elle lui adressa était chaleureux et plein d'attente. « Je t'ai manqué ?» le taquina-t-elle en se rassoyant avec élégance. Son regard se porta immédiatement sur le gâteau intact. « Tu as bien fait de m'attendre, ce dessert est la spécialité de la maison. » Eduardo esquissa un sourire, mais son esprit tournait à toute vitesse. Si l'avertissement de la jeune fille était vrai, il devait agir rapidement sans éveiller les soupçons. Comment pouvait-il vérifier la véracité de cette accusation absurde sans passer pour un paranoïaque? « Tu connais bien cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte, observant attentivement la réaction d'Isabella. « Pourquoi cette question ?» répondit-elle, mais Eduardo remarqua une légère raideur dans son attitude. « C'est un restaurant célèbre. Beaucoup de gens le connaissent. » Le malaise d'Eduardo s'intensifia. Il y avait définitivement quelque chose d'étrange dans la réponse évasive d'Isabella. Ses mains se dirigèrent instinctivement vers le gâteau, et une décision désespérée se forma dans son esprit. S'il y avait le moindre danger, il ne pouvait ignorer l'avertissement de la jeune fille qui avait tout risqué pour l'aider. Eduardo leva sa coupe de champagne, les mains tremblant presque imperceptiblement, et s'efforça d'esquisser un sourire qu'il espérait naturel. Isabella l'observait avec curiosité, ses yeux verts étudiant chaque nuance de son expression. L'air entre eux semblait chargé d'une tension que lui seul pouvait percevoir. « À notre histoire, dit-il en essayant de garder une voix ferme, et à tous les moments privilégiés que nous allons encore partager. » Isabella sourit et leva son verre,
mais Eduardo remarqua une subtile impatience dans ses gestes. Son regard revenait sans cesse vers le gâteau intact, comme si ce dessert était le véritable objectif de la soirée. Cette observation lui donna des frissons dans le dos. « Eduardo, ça va ?» demanda-t-elle en se penchant légèrement vers lui. « Tu sembles différent depuis que je suis revenu. »« Je vais très bien », mentit-il en prenant une gorgée de champagne pour gagner du temps. Son esprit travaillait fébrilement, essayant de trouver un moyen de confirmer ou d'écarter les soupçons qui grandissaient dans son cœur. « Je pensais juste à la chance que j'ai de t'avoir à mes côtés. » Le sourire d'Isabella s'élargit, mais Eduardo remarqua qu'il n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose de calculé dans son expression, une froideur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, ou peut-être avait-elle toujours été là, et il avait simplement choisi de ne pas la voir. « On goûte le dessert ?» suggéra-t-elle en prenant le couteau en argent qui accompagnait le gâteau. « J'ai hâte de le goûter. On dit que c'est une recette exclusive du chef. » Eduardo observa le mouvement de ses mains, remarquant avec quelle aisance elle maniait le couteau. Chaque geste semblait soigneusement répété, comme si elle savait déjà exactement comment s'y prendre. Le soupçon qui grandissait dans sa poitrine se transforma en une certitude glaciale. « Attends, » dit-il en posant sa main sur la sienne. « Et si je te servais? Après tout, cette soirée, c'est spécial pour nous deux. » Isabella hésita une fraction de seconde, puis lâcha le couteau avec un rire forcé. « Quel gentleman !» murmura-t-elle, mais Eduardo détecta de l'irritation dans sa voix. « Tu as toujours été si attentionné. » Ça, Eduardo prit le couteau, mais au lieu de couper le gâteau, il fit semblant que quelque chose était tombé par terre. « J'ai fait tomber ma serviette, » dit-il en s'accroupissant discrètement. Pendant les quelques secondes où Isabella ne le voyait pas, ses mains s'activèrent rapidement, échangeant les assiettes avec des mouvements précis nés du désespoir. Quand il se redressa, Eduardo s'efforça d'afficher un sourire calme. « Voilà », dit-il en coupant le gâteau et en servant 2 généreuses parts. « Pour toi, mon amour. » Isabella prit la fourchette, mais Eduardo remarqua qu'elle observait attentivement la part qui se trouvait devant elle. Ses yeux se plissèrent presque imperceptiblement, comme si elle essayait d'identifier quelque chose de précis. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il se contentait d'observer sa part sans y toucher. « Bien sûr que si », répondit Eduardo en prenant sa fourchette. « J'admire juste la présentation. C'est vraiment une œuvre d'art. » Pendant les minutes qui suivirent, ils mangèrent dans un silence relatif, ponctué seulement par des commentaires superficiels sur la saveur et la texture. Eduardo avala chaque bouchée avec difficulté, l'estomac noué par la tension et la terrible possibilité que sa paranoïa soit justifiée. Isabella mangeait avec un plaisir apparent, mais il remarqua qu'elle l'observait constamment, comme si elle attendait une réaction spécifique. « C'est délicieux », commenta-t-elle en terminant sa part. « Tu devrais manger plus. Tu n'y as presque pas touché. » Eduardo acquiesça et fit semblant de manger quelques bouchées supplémentaires, mais son esprit était concentré sur le moindre changement dans le comportement d'Isabella. Si l'avertissement de la jeune fille était vrai, combien de temps faudrait-il pour que les effets se manifestent? Le restaurant continuait de bouillonner autour d'eux, inconscient du drame silencieux qui se jouait à leur table. Les couples discutaient avec animation, les serveurs circulaient avec une efficacité professionnelle, et la vie nocturne de la ville pulsait à travers les fenêtres. En apparence, Eduardo et Isabella semblaient être un couple comme les autres, célébrant une occasion spéciale. Mais sous cette surface élégante, un courant de suspicion et de peur traversait chaque regard, chaque mot, chaque geste. Eduardo avait l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme, essayant de maintenir l'équilibre entre sa méfiance grandissante et le besoin de paraître normal. « Tu veux commander une autre bouteille de champagne ?» demanda Isabella en faisant signe au serveur. « La nuit ne fait que commencer. » Eduardo acquiesça, mais ses yeux restaient fixés sur le visage de sa compagne, à l'affût du moindre signe de changement. Si sa décision désespérée de changer les assiettes était la bonne, il connaîtrait bientôt la vérité, et s'il s'était trompé, il aurait commis un acte de méfiance qui pourrait détruire à jamais la relation qu'il croyait parfaite. Le temps semblait s'étirer, tandis qu'Eduardo observait chaque mouvement d'Isabella avec une intensité croissante. Elle continuait à parler normalement, commentant l'ambiance, louant la décoration, demandant quels étaient les projets pour le week-end.
Sa voix avait le même ton mélodieux que d'habitude, mais Eduardo avait l'impression d'entendre une étrangère à travers un voile de suspicion. 30 minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait fini sa part de gâteau. Eduardo comptait mentalement chaque seconde, les yeux rivés sur le moindre changement dans son expression ou son comportement. À plusieurs reprises, il se demanda s'il n'était pas en train de perdre la raison, si les paroles d'un enfant des rues justifiaient vraiment une telle paranoïa. « Tu es très silencieux ce soir », remarqua Isabella en jouant avec ses cheveux de manière séduisante. « Je pensais que tu serais enthousiaste à l'idée de notre fête. »« Je profite simplement du moment présent, » répondit Eduardo en esquissant un sourire. « Parfois, c'est bien de simplement observer et apprécier. » Isabella rit, mais le son lui sembla forcé. Elle prit son sac à main en cuir italien et se mit à fouiller dedans en sortant un rouge à lèvres pour se retoucher les lèvres. Eduardo remarqua que ses mains tremblaient légèrement, un détail qui aurait pu passer inaperçu à un observateur occasionnel. « Tout va bien ?» demanda-t-il en essayant de paraître désinvolte. « Tu sembles un peu agité. »« Bien sûr que je vais bien, » répondit-elle rapidement, peut-être trop rapidement. « C'est juste l'excitation de la soirée. Tu sais combien je suis sensible aux moments spéciaux. » Eduardo acquiesça, mais continua d'observer. Isabella rangea son rouge à lèvres et prit son téléphone portable, vérifiant ses messages avec des gestes de plus en plus nerveux. Elle fronça légèrement les sourcils en tapant une réponse rapide, et Eduardo remarqua qu'elle jetait discrètement un coup d'œil vers la cuisine du restaurant. Le serveur s'approcha de leur table avec une courtoisie professionnelle, leur resservit de l'eau et leur demanda s'ils avaient besoin d'autre chose. Eduardo remarqua qu'il échangea un regard significatif avec Isabella, un contact visuel qui ne dura qu'une fraction de seconde, mais qui suffit à attirer son attention. « Nous allons rester ici encore un peu », dit Isabella au serveur d'une voix autoritaire qu'Eduardo n'avait jamais remarquée auparavant. « Nous ne sommes pas pressés. » Lorsque le serveur s'éloigna, Eduardo se pencha vers elle. « Comment connaissez-vous si bien le personnel ici? Ce serveur vous semblait familier. » Isabella rit à nouveau, mais cette fois, le son était légèrement strident. « Eduardo, vous imaginez des choses. C'est un restaurant très fréquenté. Je suis venu ici plusieurs fois avec des amis. Il est normal que certains employés me reconnaissent. » Mais ces explications ne convainquirent pas Eduardo. De petits détails commençaient à s'accumuler. Sa familiarité excessive avec l'endroit, les cadeaux non sollicités, son insistance pour un gâteau en particulier, les regards échangés avec le personnel. Chaque pièce du puzzle créait une image de plus en plus troublante. 45 minutes après le dessert, Eduardo remarqua le premier changement réel dans le comportement d'Isabella. Elle porta sa main à son front et se massait les tempes avec des mouvements circulaires. Ses paupières semblaient plus lourdes et elle clignait des yeux plus fréquemment que d'habitude. « Tu te sens bien ?» demanda Eduardo, partagé entre une inquiétude sincère et la confirmation de ses pires craintes. « J'ai juste un petit mal de tête », murmura-t-elle, mais Eduardo remarqua que sa voix était légèrement pâteuse. « Ça doit être le champagne. Tu sais que je ne tiens pas bien l'alcool. » Eduardo savait que c'était un mensonge. Isabella avait toujours eu une excellente tolérance à l'alcool, l'impressionnant souvent par sa capacité à rester calme, même après plusieurs verres de vin. Cette excuse était manifestement inventée pour expliquer des symptômes qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. « Et si on rentrait ?» suggéra-t-il, testant sa réaction. « On pourra continuer à faire la fête à la maison. »« Non », répondit-elle plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, attirant les regards curieux des tables voisines. Isabella se ressaisit rapidement et s'efforça de sourire. « Je veux dire, il est encore tôt. Profitons encore un peu. » Mais Eduardo voyait bien qu'elle luttait contre quelque chose. Ses mains tremblaient plus visiblement maintenant, et elle semblait avoir du mal à fixer son regard. De petites gouttes de sueur apparaissaient sur son front, malgré la température agréable de la pièce. Son téléphone vibra sur la table, et Eduardo réussit à voir une partie du message avant qu'elle ne s'en empare rapidement. Les mots « pas encore » et « attends » étaient visibles à l'écran, envoyés par un contact enregistré simplement sous le nom « Ems ». « Le travail », expliqua-t-elle en rangeant précipitamment son téléphone. « Tu sais comment sont les clients? Toujours pressés. » Mais Eduardo ne croyait plus à ses explications. À chaque minute qui passait, la terrible possibilité qu'un enfant de 6 ans lui ait sauvé la vie devenait plus réelle. Et si c'était vrai, cela signifiait que la femme qu'il aimait depuis 2 ans
avait planifié quelque chose d'inimaginable contre lui. 1 heure s'était écoulée depuis le dessert, quand Isabella commença à montrer des signes plus inquiétants. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle essayait d'atteindre son verre d'eau, et Eduardo dut se pencher en avant pour entendre ses mots, qui sortaient de plus en plus bas et indistincts. « Eduardo » murmura-t-elle, les yeux luttant pour rester fixés sur lui. « Je ne me sens pas très bien. » Son cœur s'emballa, un mélange complexe de panique et de confirmation s'emparant de ses sentiments. D'un côté, voir la femme qu'il aimait souffrir le bouleversait. De l'autre, la terrible réalité qu'elle avait essayé de lui faire subir créait un tourbillon d'émotions qu'il avait du mal à gérer. « Partons d'ici », dit Eduardo en faisant discrètement signe au serveur. « Tu as besoin d'air frais. » Mais avant qu'il ne puisse se lever, Isabella lui saisit le bras avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état. « Non », murmura-t-elle d'un ton pressant. « Nous ne pouvons pas encore partir. J'ai besoin de rester ici. » Son insistance à rester dans le restaurant alors même qu'elle se sentait mal confirma les sombres soupçons d'Eduardo. Elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Peut-être s'attendait-elle à ce que les effets se manifestent chez lui, ou peut-être avait-elle un plan plus vaste en cours. Le téléphone d'Isabella vibra à nouveau, et cette fois Eduardo parvint à voir le message complet, avant qu'elle ne puisse le cacher. Où est le résultat? Ça aurait déjà dû être fait. Il provenait du même contact, M, qui avait envoyé le message précédent. « Isabella », dit Eduardo d'une voix empreinte d'une autorité qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. « Qui est M ?» Elle le regarda d'un air hagard, luttant pour comprendre la question. « Je ne sais pas de quoi tu parles », marmonna-t-elle, mais sa tentative de mensonge était pathétique dans son état de faiblesse. Eduardo lui prit son téléphone avant qu'elle n'ait le temps de réagir et fit défiler les messages récents. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. Des conversations détaillées sur le plan, des références à la substance contenue dans le gâteau et, plus choquant encore, des discussions sur sa fortune et la manière dont elle serait répartie après sa mort accidentelle. « Mon Dieu » murmura Eduardo, les pièces du puzzle s'assemblant enfin pour former un tableau terrifiant. « Depuis combien de temps prépariez-vous cela ?» Isabella tenta de nier, mais ses protestations étaient incohérentes. Les effets de la substance dans son organisme l'empêchaient de maintenir son apparence. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mélange de peur, de regret et de désespoir d'avoir été découverte. « Ça ne devait pas se passer comme ça, » sanglota-t-elle. « Tu n'aurais pas dû. Comment as-tu su ? Une fillette de 6 ans a eu plus de courage et d'honnêteté que la femme que j'aimais, » répondit Eduardo, la voix tremblante d'émotion contenue. « Une enfant que tu ne considérais probablement même pas comme un être humain m'a sauvé la vie. » Le restaurant autour d'eux continuait à vivre de son énergie nocturne, complètement inconscient du drame personnel qui se jouait à la table du coin. Eduardo comprit qu'il devait agir rapidement. Isabella était clairement en danger, et quoi qu'elle ait essayé de faire, il ne pouvait pas la laisser mourir. « J'appelle une ambulance », dit-il en cherchant son téléphone. « Non !» Isabella réussit à rassembler ses forces pour protester. « Vous ne pouvez pas, ils vont le découvrir. Je vais aller en prison. » « Vous auriez dû y penser avant d'essayer de m'empoisonner, » répondit Eduardo froidement. Mais il composa tout de même le numéro d'urgence. Tout en parlant à l'opérateur, expliquant que sa compagne était tombée soudainement malade, Eduardo regardait Isabella se détériorer. Sa peau était pâle et moite, sa respiration irrégulière, et elle semblait avoir du mal à rester consciente. Le maître d'hôtel s'approcha de leur table, visiblement inquiet de la situation. « Un problème, monsieur Monteiro ?» demanda-t-il, mais Eduardo remarqua une nervosité dans sa voix. « Pouvons-nous vous aider ?» Eduardo scruta le visage de l'homme, remarquant des signes d'anxiété qui allaient au-delà de la simple préoccupation professionnelle. « Vous êtes dans le coup, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement. Le maître d'hôtel pâlit, confirmant les soupçons d'Eduardo. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-il, mais ses yeux nerveux le trahirent. « Combien de personnes sont impliquées dans ce complot ?» Eduardo se leva, sa taille imposante intimidant le petit homme. « Combien d'employés du restaurant savaient que ma petite amie essayait de me tuer ?» Les conversations aux tables voisines s'estompèrent lorsque d'autres clients commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Des murmures se répandirent dans la salle, et Eduardo comprit qu'il allait bientôt avoir un public pour assister au drame qui se déroulait sous ses yeux. Isabella gémit doucement, la tête tombant en avant alors qu'elle luttait contre l'inconscience.
Eduardo ressentit une douleur aiguë dans la poitrine en la voyant ainsi, non pas pour la femme qui avait tenté de le tuer, mais pour l'image qu'il se faisait d'elle. Au fond de lui, une seule image le réconfortait, les grands yeux courageux d'une jeune fille qui avait tout risqué pour sauver un inconnu. Dans un monde plein de trahison et de cupidité, au moins l'innocence et la bonté existaient encore. Le bruit de la sirène de l'ambulance résonna dans les rues animées avant de s'arrêter devant le jardin. Eduardo regarda à travers les vitres du restaurant les ambulanciers descendre du véhicule avec leur équipement médical, se préparant à ce qu'il pensait être une simple urgence médicale de routine. Il ne se doutait pas qu'ils étaient sur le point d'être impliqués dans une tentative de meurtre frustré. Isabella avait complètement perdu connaissance, son corps inerte dans le fauteuil, n'étant soutenu que par le dossier rembourré. Eduardo ressentait un mélange complexe d'émotions en la voyant dans cet état, de la colère face à la trahison, de la tristesse pour l'amour perdu et une inquiétude humaine fondamentale qu'il ne pouvait complètement réprimer. Les ambulanciers entrèrent dans le restaurant avec une efficacité professionnelle, transportant une civière pliante et une trousse médicale. L'ambiance élégante du Le Jardin contrastait bizarrement avec l'urgence médicale qui se déroulait, créant une scène surréaliste qui retint l'attention de tous les clients présents. « Que s'est-il passé ?» demanda le médecin-chef, un homme d'âge moyen au regard expérimenté qui avait tout vu. Il s'agenouilla à côté d'Isabella et vérifia ses signes vitaux avec des gestes rapides et précis. « Elle s'est soudainement sentie mal », expliqua Eduardo, disant techniquement la vérité. « Ça a commencé par un mal de tête et des vertiges, puis ça s'est rapidement aggravé. » Le secouriste fronça les sourcils en examinant Isabella. « Tension artérielle basse, pupille dilatée, respiration irrégulière, » murmura-t-il à son collègue. « On dirait une intoxication. Avez-vous consommé de l'alcool ou une substance quelconque ?» Eduardo hésita un instant, réalisant qu'il était sur le point de prendre une décision qui allait tout changer. Il pouvait simplement dire qu'il ne savait rien, laisser les médecins découvrir par eux-mêmes, ou il pouvait dire la vérité et faire face aux conséquences d'une accusation que personne ne croirait. « Nous avons mangé le même repas, » dit-il finalement, « mais je me sens bien. » Pendant que les ambulanciers préparaient Isabella pour le transport, Eduardo remarqua un mouvement suspect du coin de l'œil. Le maître d'hôtel discutait rapidement avec deux hommes en costume qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ils faisaient des gestes nerveux en direction de la table où tout s'était passé, clairement inquiet de la tournure que prenait la situation. L'un des hommes prit son téléphone et passa un appel rapide, parlant à voix basse mais avec urgence. Eduardo parvint à capter quelques mots, problème, plan échoué, limiter les dégâts. Il était évident que le complot allait bien au-delà d'Isabella et de quelques employés du restaurant. « Monsieur, allez-vous accompagner la patiente à l'hôpital » demanda l'ambulancier, interrompant les observations d'Eduardo. « Bien sûr, » répondit-il, mais ses yeux restèrent fixés sur les hommes suspects. « C'est ma petite amie. » Pendant que l'ambulance était préparée, Eduardo photographia discrètement les hommes avec son téléphone portable, essayant de documenter les visages qui pourraient être importants plus tard. Il remarqua que l'un d'eux l'observait également, et leurs regards se croisèrent pendant un moment tendu. Le transport vers l'ambulance fut rapide, mais Eduardo sentit chaque seconde s'étirer, alors qu'il prenait conscience de l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Il ne s'agissait pas seulement d'une petite amie cupide qui essayait d'hériter de sa fortune. Il y avait un réseau organisé derrière cette tentative de meurtre, des gens qui avaient investi du temps et des ressources dans ce plan. À l'hôpital, Eduardo regarda les médecins emmener Isabella aux urgences, tandis qu'une infirmière le conduisait dans une salle d'attente. L'environnement stérile et les bruits typiques de l'hôpital créaient une atmosphère surréaliste après l'élégance du restaurant où tout avait commencé. « Monsieur Monteiro ?» Une voix derrière lui le fit se retourner. Deux inspecteurs de la police civile se tenaient à la porte, leur visage sérieux suggérant qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. « C'est moi », répondit Eduardo, sentant son estomac se contracter. « Inspecteur Silva et inspecteur Costa », se présentèrent-ils en montrant leur carte d'identité. « Nous devons vous parler des événements de ce soir. L'hôpital est tenu de signaler les cas suspects d'intoxication. » Eduardo comprit que le moment de vérité était arrivé. Il avait des preuves du complot sur le téléphone d'Isabella, mais il savait aussi que son histoire semblerait complètement absurde. Un millionnaire sauvé par une fillette de 6 ans sans domicile fixe
qui avait réussi à déjouer un complot meurtrier. Qui pourrait croire cela? Bien sûr, messieurs les inspecteurs, répondit-il en se préparant mentalement à la conversation la plus importante de sa vie. Mais avant de commencer, vous devez savoir que je suis également une victime dans cette affaire. Les inspecteurs échangèrent des regards sceptiques et Eduardo comprit que son combat pour la vérité ne faisait que commencer. Quelque part dans la ville, une fillette courageuse avait disparu après lui avoir sauvé la vie, et des personnes puissantes étaient déterminées à l'empêcher de raconter sa version des faits. La salle d'interrogatoire de l'hôpital était petite et mal éclairée, avec des murs blancs qui semblaient se refermer sur Eduardo tandis que les deux détectives se positionnaient stratégiquement. Le détective Silva, un homme corpulent à la moustache grisonnante, gardait une expression impassible tandis que le détective Costa, plus jeune et plus mince, griffonnait nerveusement des notes sur un bloc-notes. « Commençons par le commencement », dit Silva, sa voix grave résonnant dans la pièce exiguë. « Que faisiez-vous exactement au restaurant ce soir avec mademoiselle Isabella Montenegro ?» Eduardo prit une profonde inspiration pour mettre de l'ordre dans ses pensées. C'était notre 2e anniversaire. J'avais prévu une soirée spéciale. Il hésita, réalisant l'ironie amère de ses mots. Très spéciale. Et pendant cette fête, mademoiselle Montenegro a consommé quelque chose qui l'a laissé dans un état critique, poursuivit Costa en levant les yeux de son bloc-notes. Avez-vous une idée de ce qui a pu provoquer cette réaction? Eduardo savait que le moment crucial était arrivé. Dire la vérité signifiait passer pour un fou, mais mentir pouvait détruire ses chances de prouver son innocence plus tard. Inspecteur, je sais que ce que je vais vous dire vous semblera impossible à croire, mais j'ai des preuves, dit Eduardo, sentant la sueur perler sur son front. Silva se pencha en avant, ses yeux expérimentés étudiant chaque nuance de l'expression d'Eduardo. « Nous vous écoutons. »« Isabella a essayé de m'empoisonner, » dit Eduardo, ses mots tombant comme des pierres dans le silence de la pièce. « Elle a mis quelque chose dans le gâteau qui m'était destiné. J'ai discrètement interverti les assiettes et elle a fini par manger son propre poison. » Les deux détectives échangèrent des regards sceptiques. Costa cessa d'écrire et fixa Eduardo comme s'il venait de lui avouer qu'il était un extraterrestre. « Monsieur Monteiro, c'est une accusation très grave. Quelle preuve avez-vous pour étayer cette affirmation ?» Eduardo sortit le téléphone d'Isabella, qui était toujours dans sa poche. Ses messages. Des conversations détaillées sur le plan, des références à la substance dans le gâteau, des discussions sur ma fortune. Il tendit l'appareil au détective. Tout est là. Silva prit le téléphone et commença à parcourir les messages, les sourcils froncés. Costa regarda par-dessus l'épaule de son collègue, son expression passant progressivement du scepticisme à la surprise. « Ces messages sont troublants, » admit Silva après quelques minutes. « Mais comment saviez-vous qu'il fallait échanger les assiettes? Pourquoi avez-vous eu des soupçons ?» Eduardo déglutit péniblement, sachant que cette partie serait la plus difficile à expliquer. « Une fille m'a prévenu, une enfant des rues qui fréquente le quartier des restaurants. Elle m'a dit de ne pas manger le gâteau, qu'Isabella y avait mis quelque chose. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Costa se remit à écrire furieusement, tandis que Silva se renversait dans son fauteuil, l'expression mêlant incrédulité et inquiétude professionnelle. « Une enfant des rues » répéta Silva lentement. « Et vous l'avez cru? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, » expliqua Eduardo, conscient du désespoir dans sa voix. « Une urgence, une peur authentique. Elle a risqué sa sécurité pour me prévenir. »« Où est cette fille maintenant ?» demanda Costa, son stylo suspendu au-dessus du papier. Eduardo sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas. Elle a disparu après m'avoir prévenu. J'ai essayé de la chercher dans le restaurant, mais elle s'était volatilisée. » Silva se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce, visiblement en train d'analyser des informations contradictoires. « Monsieur Monteiro, soyons honnêtes. Votre histoire est pour le moins inhabituelle. Un homme riche sauvé par une fille sans abri, une petite amie complice qui s'empoisonne accidentellement. Vous comprenez pourquoi nous avons des doutes. »« Je comprends parfaitement, » répondit Eduardo d'une voix ferme. « Mais examinez son téléphone. Vérifiez les caméras de sécurité du restaurant. Enquêtez sur le personnel qui travaillait ce soir-là. Il y a une conspiration plus vaste derrière tout ça. » Costa feuilleta ses notes. « Vous avez mentionné des preuves provenant des caméras. Que devons-nous rechercher exactement? Isabella connaissait trop bien le restaurant.
Les employés la traitaient avec une familiarité excessive. Des hommes suspects discutaient avec le maître d'hôtel après l'incident. Eduardo se pencha en avant, essayant de transmettre un sentiment d'urgence. Et surtout, les caméras devraient montrer la jeune fille qui court vers ma table pour m'avertir. Silva cessa d'arpenter la pièce et regarda Eduardo droit dans les yeux. Si votre histoire est vraie, cela soulève une question encore plus troublante. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous tuer? Avez-vous des ennemis? Eduardo secoua la tête. J'ai toujours été discret au sujet de ma fortune. J'essaie d'aider les gens dans le besoin, mais je garde ma vie privée. Je ne vois pas qui pourrait tirer profit de ma mort, à part Isabella elle-même. À moins que, murmura Costa en regardant Silva, ce ne soit pas elle qui ait orchestré tout ça. Les paroles de Costa frappèrent Eduardo comme un coup de poing dans le ventre. Et si Isabella n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste? Et si quelqu'un de plus puissant était derrière cette tentative de meurtre? Nous avons besoin de plus d'informations, décida Silva. Nous allons demander les vidéos de surveillance du restaurant et commencer à enquêter sur le personnel. Monsieur Montero, vous ne pouvez pas quitter la ville tant que nous n'avons pas clarifié la situation. Eduardo accepta, mais son esprit était déjà ailleurs. Il devait trouver la jeune fille avant que les véritables coupables ne la trouvent. Si elle avait vraiment vu Isabella préparer le poison, sa vie était en danger. Et si quelque chose arrivait au seul témoin capable de prouver son innocence, Eduardo savait qu'il serait considéré comme coupable d'un crime qui avait été planifié contre lui. « Encore une chose, inspecteur », dit Eduardo alors qu'il s'apprêtait à partir. « Cette fille, sa vie est en danger maintenant. Les personnes derrière tout ça savent qu'elle est le seul témoin. Nous devons la trouver avant eux. » Silva acquiesça gravement. « Nous allons lancer une alerte. Mais, monsieur Montero, si votre histoire est vraie, vous avez affaire à des gens qui ont des ressources et des relations. Cela ne sera pas facile. » Alors que les détectives partaient, Eduardo sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Une enfant courageuse lui avait sauvé la vie, et maintenant, il devait sauver la sienne. Mais dans une ville de plusieurs millions d'habitants, comment trouver une fille des rues qui a appris à être invisible pour survivre? L'aube arriva avec une tempête de flashs et de micros braqués sur Eduardo alors qu'il quittait l'hôpital. Pendant les quelques heures qu'il avait passées à répondre aux questions au poste de police, l'histoire avait été divulguée à la presse avec une rapidité impressionnante. Un millionnaire fait l'objet d'une enquête après que sa petite amie est tombée malade dans un restaurant de luxe, titrait tous les portails d'information. Eduardo descendit les marches de l'hôpital en essayant d'ignorer les questions que lui criaient les journalistes. « Est-il vrai que vous avez empoisonné votre petite amie? Y avait-il des problèmes dans votre couple? La fortune était-elle le mobile? » Chaque question était comme un coup de poignard à sa réputation, bâtie au fil de décennies de travail honnête et d'actions caritatives. Son chauffeur privé, Carlos, réussit à se frayer un chemin jusqu'à la voiture blindée à travers la foule de journalistes. « Patron, ça tourne très mal », murmura-t-il en accélérant pour s'éloigner du chaos. « Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Votre secrétaire tente désespérément de contrôler la situation. » Eduardo ferma les yeux, sentant le poids de l'injustice s'abattre sur lui. Mais au fond de son esprit, une image persistait, les grands yeux courageux de la jeune fille qui avait tout risqué pour le sauver. Elle était la clé qui lui permettrait de prouver son innocence, et il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. « Carlos, je veux que vous m'emmeniez au centre-ville, » ordonna Eduardo. « Nous allons fouiller tous les endroits où les enfants des rues ont l'habitude de se réfugier. Patron, avec tout le respect que je vous dois, ne pensez-vous pas que vous devriez rester chez vous jusqu'à ce que cette affaire soit résolue? La presse vous suit comme des vautours. » Eduardo secoua la tête avec détermination. Chaque heure qui passe est une heure de plus pour les vrais coupables, d'effacer les preuves, ou de faire taire le seul témoin qui peut me sauver. Ils commencèrent par le centre-ville, parcourant les passages couverts, les zones abandonnées, les viaducs et les places où se rassemblaient des groupes de sans-abri. Eduardo sortait de la voiture à chaque endroit, ignorant les regards curieux et parfois hostiles que sa présence suscitait. Ses vêtements élégants et sa voiture de luxe le désignaient clairement comme un étranger dans ce monde. « Je recherche une petite fille », expliquait-il à chaque groupe qu'il rencontrait. « Elle a environ 6 ans, les cheveux foncés, très intelligente. Elle fréquente le quartier du restaurant Le Jardin. » Les réponses variaient entre l'indifférence et la méfiance.
Certains sans-abri l'avaient reconnu grâce aux informations et faisaient des commentaires sarcastiques sur le millionnaire tueur à la recherche de sa prochaine victime. D'autres ignoraient simplement ses questions, habitués à être invisibles aux yeux de personnes comme lui. Après 3 heures de recherches infructueuses, Eduardo s'arrêta sur une place où un groupe de femmes préparait un petit déjeuner communautaire. La chef du groupe, une vieille dame aux cheveux blancs et au regard bienveillant, l'observa avec curiosité alors qu'il s'approchait. « La fille que vous cherchez, dit-elle sans préambule, est en danger. » Eduardo sentit son cœur s'emballer. « Vous la connaissez? Savez-vous où elle se trouve ?» La femme, qui se présenta sous le nom de Donna Maria, lui fit signe de s'asseoir sur un banc voisin. « Cette enfant est arrivée ici hier soir, terrifiée. Elle a dit que des gens méchants la poursuivaient, qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. »« Où est-elle maintenant ?» demanda Eduardo avec insistance. « Elle s'est enfuie tôt ce matin, » répondit Donna Maria, l'air inquiet. « 2 hommes en costume sont venus ici pour demander où elle était. Ils ont dit qu'ils étaient des travailleurs sociaux. Mais les travailleurs sociaux ne conduisent pas de BMW noir et ne posent pas de questions menaçantes. » Eduardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le complot était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, et maintenant des personnes puissantes recherchaient activement le seul témoin qui pouvait le sauver. « Avez-vous une idée de l'endroit où elle a pu aller ?» insista Eduardo. Donna Maria hésita, étudiant attentivement son visage. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Les journaux disent que vous avez essayé de tuer votre petite amie. » Eduardo prit une profonde inspiration, réalisant qu'il devait être complètement honnête. « Parce que cette fille m'a sauvé la vie. Ma petite amie a essayé de m'empoisonner, et cette enfant courageuse m'a prévenu. Maintenant, elle est en danger pour m'avoir aidé, et je ne peux pas laisser quoi que ce soit lui arriver. » La sincérité dans sa voix dut convaincre Donna Maria, car elle acquiesça lentement. « Il y a une vieille église dans le quartier de Liberdad. Le père Antonio recueille généralement les enfants en danger. Si elle a cherché de l'aide, elle s'est peut-être rendue là-bas. » Eduardo la remercia chaleureusement et courut vers la voiture. Pendant que Carlos roulait vers l'église, son téléphone sonnait sans arrêt. Les journalistes, les avocats et ses connaissances voulaient connaître sa version des faits. Il ignora tous les appels, concentré uniquement sur sa mission, retrouver la jeune fille avant qu'il ne soit trop tard. L'église São Francisco était un bâtiment ancien et modeste, qui contrastait avec les gratte-ciel modernes qui l'entouraient. Eduardo gravit les marches de pierre, le cœur battant à tout rompre, sachant que c'était peut-être sa dernière chance de découvrir la vérité. Le père Antonio, un homme d'âge moyen au regard doux, l'accueillit à la porte avec une expression prudente. « Monsieur Monteiro, j'ai vu votre visage aux informations. Que vous amène ici ? » « Je recherche une jeune fille qui est peut-être en grand danger, » expliqua rapidement Eduardo. « Elle m'a sauvé d'une tentative de meurtre, et maintenant, les vrais coupables essaient de la faire taire. » Le prêtre l'observa longuement avant d'acquiescer. « Entrez, il y a quelqu'un ici qui souhaite vous parler. » L'intérieur de l'église était plongé dans une pénombre réconfortante, éclairé uniquement par la lumière colorée qui filtrait à travers les vitraux anciens. Eduardo suivit le père Antonio dans d'étroits couloirs, passant devant de petites pièces où des bénévoles triaient des vêtements et de la nourriture donnée. L'odeur de la cire des bougies et de l'encens créait une atmosphère paisible qui contrastait fortement avec le chaos dans lequel sa vie était plongée. « Elle est arrivée ici hier soir, » expliqua le prêtre à voix basse, tandis qu'il marchait. « Elle était terrifiée. Elle parlait d'hommes dangereux qui la poursuivaient. Sœur Teresa a réussi à la calmer un peu, mais elle insiste pour vous parler. » Eduardo ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Retrouver la jeune fille était sa priorité, mais savoir qu'elle était en danger pour avoir essayé de l'aider pesait lourdement sur sa conscience. « Elle est en sécurité ici ?» demanda-t-il. « Pour l'instant, » répondit le prêtre d'un ton grave. « Mais les hommes qui la recherchent ne semblent pas prêts à abandonner facilement. Nous avons dû être très prudents. » Ils s'arrêtèrent devant une porte peinte en bleu clair. Le père Antonio frappa 3 fois doucement, apparemment un code convenu à l'avance avant d'ouvrir la porte. Eduardo entra dans la petite pièce et reconnut immédiatement la silhouette frêle recroquevillée sur une chaise dans un coin. La jeune fille leva les yeux lorsqu'il entra et Eduardo vit le même regard pénétrant qui l'avait impressionné la nuit précédente. Mais maintenant, il y avait de la peur dans ses yeux, une vulnérabilité qui lui brisait le cœur. Elle portait des vêtements propres fournis par l'église,
une robe simple et des chaussures trop grandes pour ses petits pieds. « Vous êtes venu, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je pensais que vous ne me croiriez pas. » Eduardo s'agenouilla devant elle, se mettant à la hauteur de l'enfant. « Je t'ai cru, ma petite. Tu m'as sauvé la vie. » Sa voix tremblait d'émotion. « Comment as-tu su? Comment as-tu découvert ce qu'Isabella prévoyait de faire ?» La fillette regarda nerveusement le prêtre, qui lui fit signe de tête encourageant. « Tu peux lui dire, Marina. Monsieur Montero est là pour t'aider. » Marina. Eduardo connaissait enfin son nom, prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je cherchais de la nourriture dans les poubelles derrière le restaurant quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. La fenêtre était ouverte à cause de la chaleur. » Elle s'interrompit, ses petites mains tremblant légèrement. Eduardo attendit patiemment, réalisant que revivre ces moments était difficile pour elle. La jolie dame était là avec un homme en costume. Il manipulait un gâteau, mettait quelque chose dedans. L'homme disait que ça devait être parfait, que ça ne devait pas échouer cette fois-ci. Eduardo sentit son sang se glacer. Cette fois-ci, ils ont parlé d'autres tentatives. Marina acquiesça, les grands yeux fixés sur son visage. L'homme a dit que les autres fois, c'était trop suspect, que cette fois-ci, ça devait ressembler à un accident. La dame a ri et a dit que tu ne la soupçonnerais jamais. Les paroles de la jeune fille confirmèrent les pires craintes d'Eduardo. Ce n'était pas un plan impulsif. Isabella avait déjà essayé de le tuer, et seule sa chance ou sa prudence naturelle l'avait protégé. « As-tu réussi à voir le visage de l'homme » demanda Eduardo, essayant de garder une voix calme. « Oui, » répondit Marina, qui s'était un peu éclaircie, « et j'ai aussi enregistré leur conversation. » Eduardo et le père Antonio échangèrent des regards surpris. « Tu as enregistré » répéta Eduardo, n'en croyant pas ses oreilles. Marina sortit un vieux téléphone portable fissuré de sa poche. « J'ai trouvé ce téléphone dans la poubelle la semaine dernière. Il fonctionne encore un peu. Quand je les ai entendus parler de te faire du mal, j'ai décidé d'enregistrer. » Avec ses petits doigts déterminés, elle manipula l'appareil jusqu'à trouver le fichier audio. Le son était étouffé et il y avait des interférences, mais on pouvait clairement entendre la voix d'Isabella et celle d'un homme discutant des détails de l'empoisonnement. « Tu es sûr que la dose sera suffisante cette fois-ci » demanda la voix d'Isabella. « Tu peux me faire confiance, chérie. C'est une substance presque indétectable. Ça ressemblera à une crise cardiaque naturelle, et toute cette fortune sera à nous. » Eduardo ferma les yeux, pris de nausée en entendant la froideur dans la voix de la femme qu'il avait aimée. Mais en même temps, il éprouvait une immense gratitude envers cette enfant courageuse qui avait tout risqué pour le sauver. « Marina, dit-il doucement, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Mais maintenant, nous devons te mettre en sécurité pendant que la police utilise cet enregistrement pour arrêter les vrais coupables. » La jeune fille le surprit en lui prenant la main. « Mon oncle, ils ont parlé d'une liste, d'autres non. Tu n'es pas le premier qu'ils ont essayé de tuer. » Cette révélation frappa Eduardo comme un coup de tonnerre. S'il y avait d'autres cibles, le complot était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Combien de personnes avaient déjà été victimes? Combien d'autres étaient en danger? Sœur Teresa, appela le père Antonio, et une religieuse d'âge moyen entra dans la pièce. Nous devons contacter la police immédiatement, et nous allons avoir besoin d'une protection spéciale pour Marina. Eduardo regarda la jeune fille qui avait changé sa vie en quelques minutes grâce à son courage extraordinaire. « Marina, je te promets que je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour manger, te loger ou les méchants. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Marina sourit, un sourire timide mais sincère qui illumina tout son visage. « Tu le promets vraiment ?» demanda-t-elle. « Je te le promets, » répondit Eduardo, sentant qu'il faisait la promesse la plus importante de sa vie. « Et nous ferons en sorte que ces gens ne fassent plus jamais de mal à personne. » Le téléphone du père Antonio sonna, interrompant ce moment. Son expression devint inquiète après avoir répondu. « Il y a des hommes devant l'église, » dit-il gravement. « On dirait qu'ils nous ont trouvés. » Le père Antonio se déplaça avec une agilité surprenante pour son âge, fermant rapidement les rideaux de la petite pièce et faisant signe à tout le monde de rester silencieux. Eduardo prit Marina dans ses bras, sentant à quel point elle était légère et fragile, son petit cœur battant rapidement contre sa poitrine. L'enregistrement sur le vieux téléphone portable pouvait être la clé pour dévoiler toute la conspiration, mais seulement s'il parvenait à sortir de là vivant. « Il y a un passage à l'arrière de l'église.
murmura le prêtre en déplaçant une vieille armoire qui révéla une porte étroite. Il a été construit pendant la dictature pour protéger les personnes persécutées. Il mène à la maison paroissiale de l'autre côté du pâté de maison. Eduardo suivit le prêtre dans le couloir étroit et mal éclairé, Marina accrochée à son cou. Derrière eux, sœur Teresa effaçait rapidement toute trace de leur passage dans la pièce. Des voix masculines résonnaient dans l'église principale, laissant supposer que les hommes étaient déjà entrés dans le bâtiment. « Ils connaissent la fille » entendirent-ils une voix rude demander. « Ils ont dit qu'elle avait peut-être cherché refuge ici », répondit une autre voix. « Fouillez tous les recoins. Elle ne peut pas être loin. » Marina tremblait dans les bras d'Eduardo, enfouissant son visage dans son épaule. Il lui murmura des mots apaisants à l'oreille, lui promettant que tout irait bien, même s'il n'en était pas absolument certain. La responsabilité de protéger cette enfant courageuse pesait sur lui plus lourdement que toutes les affaires qu'il avait jamais menées. Le tunnel menait à un sous-sol humide, rempli de cartons et de vieux équipements religieux. Le père Antonio alluma une petite lampe de poche, éclairant un escalier en bois qui menait à l'étage. Chaque marche qu'il franchissait craquait doucement, produisant de petits bruits qui semblaient résonner comme le tonnerre dans le silence tendu. « Ma voiture est garée derrière la maison paroissiale », murmura le prêtre tandis qu'il montait. « Mais nous devons être très prudents. Ces hommes ont peut-être encerclé tout le quartier. » Eduardo réfléchit rapidement aux options qui s'offraient à lui. Sa propre sécurité était importante, mais la priorité absolue était de s'assurer que Marina et l'enregistrement parviennent à la police sains et saufs. Sans cette preuve, il resterait le principal suspect et la véritable conspiration resterait cachée. « Mon père, connaissez-vous un délégué de confiance ?» demanda Eduardo alors qu'ils atteignaient l'étage supérieur de la maison paroissiale. « Quelqu'un qui ne peut être ni acheté ni intimidé ?»« Le délégué Fernandez, du centre-ville, » répondit le prêtre sans hésiter. « Il a travaillé avec moi sur plusieurs affaires de protection de l'enfance. C'est un homme intègre. » Ils arrivèrent à une fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété. Eduardo jeta un coup d'œil prudent à travers les rideaux et aperçut deux hommes en costume qui patrouillaient dans le quartier. C'étaient les mêmes que ceux qu'il avait photographiés au restaurant la veille. La confirmation qu'ils étaient activement recherchés le fit frissonner. « Il y en a beaucoup dehors, » informa-t-il le prêtre. « Il nous faut une diversion. » Marina remua dans ses bras et murmura « Mon oncle, je connais un passage sur les toits. Les enfants des rues l'utilisent pour s'échapper quand la police vient nous chasser des places. » Eduardo la regarda avec admiration et inquiétude. « C'est très dangereux, Marina. Tu es très petite. »« Mais je sais comment faire, » insista-t-elle, avec une détermination impressionnante pour quelqu'un de si jeune. « Et ils ne s'attendront pas à ce que nous nous échappions par là-haut. » Le père Antonio ouvrit prudemment une fenêtre qui donnait accès au toit. « L'église voisine n'est qu'à 3 pâtés de maison d'ici. Si vous pouvez vous y rendre, j'appellerai le prêtre et lui demanderai d'alerter la police. » Eduardo hésita un instant, pesant les risques. Rester là signifiait être finalement découvert par les hommes qui patrouillaient dans le quartier. Tenter de s'échapper par les toits était dangereux, surtout avec un enfant, mais c'était peut-être leur seule chance. « Essayons, » décida-t-il en tenant Marina fermement. « Mais tu vas me guider, petite héroïne. » La fuite à travers les toits fut une expérience terrifiante et surréaliste. Marina, malgré sa petite taille, se déplaçait avec l'agilité de quelqu'un habitué à cet environnement précaire. Eduardo la suivait aussi silencieusement que possible, essayant de ne pas regarder en bas alors qu'il passait d'un immeuble à l'autre en empruntant des ponts improvisés faits de planches et de tuyaux. Pendant la traversée, Eduardo ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage extraordinaire de la fillette qui le guidait. Combien de nuits avait-elle dû emprunter ces chemins dangereux pour survivre? La vie dans la rue lui avait forgé une force et une sagesse que beaucoup d'adultes n'auraient jamais acquises. « Là-bas !» murmura Marina en montrant du doigt le clocher d'une église qui se dressait quelques toits plus loin. « On peut descendre sans danger. » Alors qu'ils approchèrent de leur destination, Eduardo entendit le bruit des sirènes de police au loin. Il accéléra le pas. Quelle que soit la raison de ces sirènes, il devait remettre l'enregistrement aux autorités avant que les conspirateurs ne trouvent un moyen de détruire les preuves ou de faire taire Marina à jamais. La descente du clocher fut tendue, mais réussie. Marina guidant Eduardo à travers d'étroits escaliers intérieurs jusqu'à ce qu'ils atteignent le rez-de-chaussée. Le prêtre local, un homme âgé nommé Père Miguel,
les accueillit avec surprise, mais comprit rapidement la gravité de la situation lorsque le père Antonio l'appela pour tout lui expliquer. « La police est en route », informa le père Miguel après avoir raccroché. « Le délégué Fernandez a dit qu'il viendrait en personne. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. » Eduardo sentit son estomac se nouer. « Que s'est-il passé ? » « Isabella Montenegro est décédée à l'hôpital il y a 1 heure, » dit le prêtre d'un ton grave. La substance était trop toxique pour que les médecins puissent la neutraliser. Le silence qui suivit fut lourd et complexe. Eduardo ressentait à la fois de la tristesse pour la femme qu'il avait aimée et du soulagement de savoir qu'elle ne pourrait plus lui faire de mal, ni à lui, ni à d'autres personnes. Marina l'observait de ses grands yeux, semblant comprendre intuitivement le conflit émotionnel qu'il traversait. « Mon oncle, dit-elle doucement, ce n'est pas ta faute. C'est elle qui a choisi de faire de mauvaises choses. » La sagesse simple de la fillette le toucha profondément. Même si elle avait si peu vécu, elle comprenait des vérités sur la responsabilité et les conséquences que beaucoup d'adultes avaient du mal à accepter. Le bruit de voitures approchant les mit en alerte, mais Eduardo se détendit lorsqu'il reconnut les véhicules de police qui se garaient devant l'église. À travers la fenêtre, il vit le délégué Fernandez, un homme de taille moyenne aux cheveux grisonnants et à l'expression déterminée, sortir du premier véhicule. « Monsieur Monteiro », salua le délégué en entrant dans l'église. « La situation est assez compliquée. J'ai besoin d'entendre votre version des faits et d'examiner les preuves que vous prétendez avoir. » Eduardo tendit le téléphone portable de Marina, expliquant comment elle avait enregistré la conversation entre Isabella et l'homme mystérieux. Le délégué écouta attentivement l'enregistrement, fronçant les sourcils à mesure qu'il comprenait l'ampleur du complot. « C'est une preuve cruciale, » admit Fernandez, « mais j'ai besoin de votre entière coopération pour démanteler cette organisation. » La jeune fille a mentionné une liste avec d'autres noms. Marina acquiesça timidement et murmura quelque chose à l'oreille d'Eduardo. Il traduisit pour le délégué. Elle dit avoir entendu au moins 5 noms, tous des hommes riches de la ville. Apparemment, il y a un point commun. Ils sont tous célibataires ou veufs sans héritier direct. Cette révélation fit écarquiller les yeux du délégué. Nous parlons d'une série de meurtres planifiés dans le but de voler des héritages. C'est beaucoup plus important que nous ne l'imaginions. Au cours de l'heure qui suivit, Eduardo fournit tous les détails dont il se souvenait concernant le comportement suspect d'Isabella, ses liens avec le restaurant et les hommes mystérieux qu'il avait vus. Marina, d'abord timide, s'ouvrit peu à peu grâce à la patience du délégué et fournit des descriptions détaillées des conspirateurs. « Y a-t-il autre chose ?» demanda soudain Marina, surprenant tout le monde. L'homme a parlé d'un bureau en centre-ville. Il a dit qu'il y avait des documents appartenant à d'autres personnes riches. Fernandez coordonna immédiatement une opération pour localiser et arrêter les autres membres du complot. En quelques heures, 3 hommes furent arrêtés, dont le mystérieux M qui avait envoyé des messages à Isabella. Le bureau mentionné par Marina contenait des dossiers détaillés sur 10 hommes riches de la ville, dont Eduardo. « Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui », déclara le délégué à Eduardo et Marina lorsque les derniers suspects furent arrêtés. « Cette organisation était active depuis au moins 2 ans. Nous avons identifié 3 décès suspects qui vont maintenant être réexaminés. » Eduardo ressentit un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement que son innocence ait été prouvée, mais horreur de découvrir combien de personnes avaient été victimes d'une cupidité effrénée. Il regarda Marina, qui restait silencieuse à côté de lui, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. « Marina, dit-il en s'agenouillant devant elle, vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie. Vous avez sauvé la vie de nombreuses personnes que vous ne connaissez même pas. Vous êtes une véritable héroïne. » La jeune fille rougit, peu habituée aux compliments et à la reconnaissance. « J'ai juste fait ce qu'il fallait, » murmura-t-elle, « et c'est exactement pour cela que tu es spécial, » répondit Eduardo, les larmes aux yeux. Le délégué Fernandez s'approcha d'eux. « Monsieur Monteiro, votre situation juridique est tout à fait claire, mais il reste une question concernant la garde de la jeune fille. Elle n'a pas de famille connue et devrait techniquement être placée dans un foyer d'accueil. » Eduardo sentit son cœur s'emballer. L'idée que Marina retourne vivre dans la rue ou soit placée dans un système qui ne pourrait pas la protéger correctement était inacceptable. « Monsieur le délégué, » dit-il avec détermination, « je voudrais entamer immédiatement la procédure d'adoption.
Marina m'a sauvé la vie, et maintenant je veux sauver la sienne. » Les yeux de Marina s'écarquillèrent de surprise et d'espoir. « Vous voulez vraiment que je sois votre fille ?»« Plus que tout au monde, » répondit Eduardo en la serrant tendrement dans ses bras. « Si tu le veux, bien sûr. » Le sourire qui illumina le visage de Marina fut la plus belle réponse qu'Eduardo ait jamais reçue de toute sa vie. Un mois s'était écoulé depuis la nuit qui avait changé à jamais la vie d'Eduardo et de Marina. La procédure d'adoption s'avéra plus complexe qu'Eduardo ne l'avait prévu, mais sa détermination et ses ressources facilitèrent considérablement les démarches juridiques. Marina avait subi des examens médicaux complets qui révélèrent une malnutrition et quelques problèmes de santé liés à sa vie dans la rue, mais rien que des soins appropriés ne puissent résoudre. La couverture médiatique de l'histoire avait pris une tournure complètement différente. Une héroïne sauve un millionnaire et dénonce un réseau criminel faisait désormais la une des journaux. Eduardo, initialement réticent à l'idée d'être exposé, réalisa que cette histoire pouvait inciter d'autres personnes à s'intéresser aux enfants invisibles qui vivaient en marge de la société. « Comment te sens-tu à l'école » demanda Eduardo pendant le petit déjeuner sur la véranda de sa maison, qui avait été réaménagée pour accueillir sa nouvelle fille. Marina portait un nouvel uniforme scolaire, ses cheveux propres et bien coiffés brillant au soleil matinal. « Un peu nerveuse » admit-elle, en jouant avec sa cuillère à céréales. « Je n'ai jamais étudié. Et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» Eduardo s'assit à côté d'elle, sa présence réconfortante apaisant l'anxiété de la fillette. « Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et les plus courageuses que je connaisse. Les autres enfants auront de la chance de te rencontrer. » Au cours des semaines d'adaptation, Eduardo avait découvert des facettes fascinantes de la personnalité de Marina. Elle avait une mémoire exceptionnelle, une curiosité insatiable pour tout ce qui l'entourait et une empathie naturelle qui ne cessait de l'impressionner. La vie dans la rue lui avait permis de développer des capacités d'observation et d'intuition que beaucoup de gens n'auraient jamais acquises. « Papa » dit Marina. Ce mot sonnait encore doux et irréel aux oreilles d'Eduardo. « Tu crois que mademoiselle Isabella était très triste de faire ces mauvaises choses ?» Cette question démontrait la profondeur émotionnelle de la fillette et sa tentative de comprendre la complexité humaine. Eduardo choisit ses mots avec soin. « Je pense que certaines personnes sont tellement aveuglées par la cupidité qu'elles en oublient ce qui compte vraiment dans la vie, » répondit-il. « Isabella a pris de terribles décisions, mais tu m'as appris qu'on peut toujours choisir de faire le bien. » Marina acquiesça d'un air pensif. Comme les autres hommes de la liste, sont-ils toujours tristes d'avoir perdu des êtres chers? Eduardo était devenu le point de contact pour les autres victimes potentielles du complot criminel. 3 des hommes de la liste avaient perdu leurs femmes dans des circonstances désormais considérées comme suspectes, et Eduardo aidait à financer la réouverture des enquêtes. C'était une façon d'honorer le courage de Marina et de s'assurer qu'aucune injustice ne reste cachée. « Je les aide à découvrir la vérité », expliqua Eduardo, « et c'est toi qui m'as inspiré à le faire. » L'adaptation à la vie domestique n'avait pas été facile pour Marina. Habituée à la liberté de la rue et à la nécessité d'être constamment sur ses gardes, elle avait d'abord eu du mal à se détendre dans la sécurité de sa nouvelle maison. Des cauchemars occasionnels la réveillaient pendant la nuit, et Eduardo se précipitait toujours dans sa chambre pour la consoler. « J'ai rêvé que les méchants revenaient », murmurait-elle ces nuits-là, s'accrochant à Eduardo comme s'il était son seul refuge dans la tempête. « Tu es en sécurité maintenant », la rassurait Eduardo, assis sur le bord de son lit jusqu'à ce qu'elle se rendorme. « Je te promets que je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. » Alors qu'il se préparait pour son premier jour d'école, Eduardo réfléchissait à la façon dont sa vie avait complètement changé. Un mois auparavant, il était un homme prospère mais profondément solitaire, obsédé par l'accumulation de richesses sans vraiment comprendre le sens de sa vie. Aujourd'hui, il avait une fille qui lui apprenait chaque jour le courage, la compassion et l'importance de chérir chaque instant passé ensemble. « Papa, » dit Marina en arrivant à l'école, « et si je n'arrivais pas à apprendre ce que les autres enfants savent déjà ?» Eduardo s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Marina, tu as déjà appris à survivre seule dans la rue, à être courageuse quand les adultes avaient peur et à faire ce qu'il fallait même quand c'était dangereux. Apprendre les mathématiques et le portugais sera facile pour toi. » Elle lui adressa un sourire radieux et confiant. « Tu as raison, je suis forte. La plus forte que je connaisse.
confirma Eduardo en embrassant son front. « Et quand tu rentreras à la maison aujourd'hui, je veux que tu me racontes tout de ta première journée. » En regardant Marina entrer courageusement dans l'école, Eduardo réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé. Un mois auparavant, il était un homme riche, mais essentiellement solitaire. Maintenant, il avait une fille qui lui apprenait chaque jour le courage, la compassion et l'importance de chérir chaque moment passé ensemble. 6 mois après la nuit qui avait changé leur vie à jamais, Eduardo et Marina marchaient main dans la main dans les rues animées de la ville en direction du Le Jardin. Le restaurant était devenu un lieu symbolique pour eux, non seulement parce que c'était là qu'une tragédie avait failli se produire, mais aussi parce que c'était là que 2 âmes solitaires avaient trouvé une famille l'une dans l'autre. Marina, qui venait de fêter son 7e anniversaire, avait visiblement grandi au cours de ces derniers mois. Ses cheveux brillaient de santé, ses yeux avaient toujours la même sagesse, mais ils reflétaient désormais la sécurité de quelqu'un qui sait qu'il est aimé inconditionnellement. L'uniforme scolaire avait laissé place à une robe à fleurs et à de nouvelles chaussures qu'elle avait choisies spécialement pour l'occasion. « Papa, tu crois qu'ils se souviendront de nous ?» demanda Marina en serrant la main d'Eduardo alors qu'il s'approchait de l'entrée familière du Le Jardin. « Bien sûr que oui, » répondit Eduardo en souriant à l'idée de la réaction qu'ils allèrent la provoquer. « Notre histoire s'est devenue célèbre dans le quartier. » Le maître d'hôtel qui les accueillit n'était pas le même que celui de la nuit fatidique. Cet homme purgeait désormais sa peine pour son rôle dans le complot. Le nouveau directeur, un jeune homme nommé Roberto, les reconnut immédiatement et les salua avec un respect sincère. « Monsieur Monteiro, mademoiselle Marina », dit-il avec un sourire chaleureux. « C'est un honneur de vous accueillir à nouveau. Votre table spéciale est prête. » Ils furent conduits à la même table où tout s'était passé, mais l'atmosphère était désormais complètement différente. La décoration était toujours aussi élégante, mais Eduardo ne ressentait plus la tension qui avait marqué sa dernière visite. Au contraire, il y avait de la paix, de la gratitude et la joie simple de partager un moment spécial avec sa fille. « Ah, cette table semble différente maintenant », remarqua Marina en regardant autour d'elle avec curiosité, plus joyeuse. Eduardo acquiesça, admirant la façon dont sa fille percevait des nuances émotionnelles que beaucoup d'adultes ignoreraient. « C'est parce que maintenant nous sommes ici en famille. » Pendant le dîner, ils parlèrent des mois qui s'étaient écoulés. Marina parla de ses amis à l'école, en particulier de Julia, une fille timide qu'elle avait aidé à s'adapter après que sa famille ait déménagé d'un autre État. Eduardo sourit en remarquant à quel point sa fille protégeait naturellement les plus vulnérables, une caractéristique qui la rendait spéciale depuis toujours. « La maîtresse a dit que j'étais la meilleure en maths de la classe, » dit Marina avec une fierté modeste, « et j'aide aussi les plus petits à mieux lire. » « Cela ne me surprend pas du tout, » répondit Eduardo. « Tu as toujours su voir ce dont les autres avaient besoin. » Eduardo lui donna également des nouvelles de son travail. Cette expérience l'avait motivé à réorienter une partie importante de son entreprise vers des projets sociaux. Il avait mis en place un programme de soutien aux enfants des rues, financé 3 nouveaux refuges dans la ville et travaillait avec le gouvernement pour améliorer les politiques de protection de l'enfance. « Tu sais pourquoi je fais tout ça ?» demanda-t-il à Marina. « Parce que tu as bon cœur ?» répondit-elle en penchant la tête avec curiosité. « Parce que tu m'as appris que la vraie richesse, c'est de prendre soin les uns des autres, » expliqua Eduardo. « Tu m'as montré qu'une fillette de 6 ans peut avoir plus de courage et de sagesse que n'importe quel adulte. » À l'heure du dessert, le serveur apporta un gâteau au chocolat, spécialement préparé pour eux. Il ressemblait à celui qui avait causé tant de remous quelques mois auparavant, mais il symbolisait désormais la fête et le renouveau. Marina rit en voyant la décoration élaborée. « Cette fois, je sais qu'il n'y a pas de danger, » plaisanta-t-elle faisant rire Eduardo. « Cette fois, nous savons que nous sommes en sécurité l'un avec l'autre, » corrigea-t-il en coupant 2 généreuses parts. Pendant qu'ils mangeaient, Eduardo repensa au parcours extraordinaire qui les avait menés là. 1 an auparavant, il était un homme prospère mais fondamentalement seul, concentré sur l'accumulation de richesses sans vraiment comprendre le sens de sa vie. La tentative de meurtre avait été traumatisante, mais elle avait également été le catalyseur qui lui avait permis de découvrir ce qui comptait vraiment dans la vie. « Papa » dit soudain Marina en regardant par la fenêtre la rue animée. « Tu vois cette petite fille là-bas » Eduardo suivit son regard et vit une enfant d'environ 8 ans mendier sur le trottoir devant le restaurant. Son cœur se serra en reconnaissant cette vulnérabilité familière. « Tu veux aller lui parler »
demanda Eduardo, connaissant déjà la réponse. Marina acquiesça avec enthousiasme. Ils payèrent l'addition et quittèrent le restaurant, s'approchant de la fillette avec douceur. Marina s'agenouilla devant elle et lui parla d'un ton apaisant des refuges où elle serait en sécurité et des personnes qui pourraient l'aider. Eduardo regardait avec fierté sa fille faire preuve de la même compassion qui lui avait sauvé la vie. 2 heures plus tard, ils avaient emmené la fillette qui s'appelait Anna dans l'un des refuges financés par Eduardo. Voir Marina partager son expérience de transformation avec un autre enfant dans le besoin fut l'un des moments les plus émouvants de la vie d'Eduardo. « C'est comme ça qu'on change le monde », dit Marina en rentrant à la maison, une personne à la fois. Eduardo sourit, réalisant que sa fille de 7 ans venait d'exprimer une philosophie de vie plus profonde que beaucoup de livres de développement personnel. « Tu as raison, ma petite sage. » Ce soir-là, en bordant Marina dans son lit, Eduardo repensa à la façon dont 2 vies brisées s'étaient entrouvées et s'étaient reconstruites mutuellement. Il avait gagné une fille extraordinaire, et elle avait gagné une famille et des opportunités qui allaient transformer son avenir. « Papa », murmura Marina alors qu'il la couvrait, « merci de m'avoir choisi. »« Merci de m'avoir sauvé », répondit Eduardo en embrassant son front, « de toutes les manières possibles. » Alors que Marina s'endormait, Eduardo resta quelques instants à regarder le visage serein de son enfant. Dehors, la ville continuait de vivre à un rythme effréné, peuplée de gens poursuivant leurs rêves et affrontant leurs propres défis. Mais là, dans cette pièce tranquille, se trouvait une petite famille bâtie sur les fondations les plus solides qui soient. L'amour inconditionnel, le courage face à l'adversité et la conviction inébranlable qu'il vaut toujours la peine de faire ce qui est juste. L'histoire qui avait commencé par une tentative de destruction s'était transformée en un récit de renouveau, d'espoir et du pouvoir transformateur d'un cœur pur. Eduardo savait que, quelles que soient les épreuves que l'avenir leur réservait, Marina et lui les affronteraient ensemble, en se protégeant mutuellement et en étendant cette protection à tous ceux qui en avaient besoin. La véritable fortune d'Eduardo ne se trouvait plus dans ses comptes bancaires, mais dans le sourire endormi de sa fille et dans la certitude qu'ils avaient trouvé en l'autre le plus grand trésor possible, une vraie famille. Les mois passèrent et leur lien ne fit que se renforcer. Marina excellait à l'école, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi en aidant les autres enfants qui rencontraient diverses difficultés. Eduardo avait créé une fondation en son honneur, dédiée à la protection et à l'éducation des enfants des rues dans tout le pays. « Papa, on peut aller voir Donna Maria aujourd'hui ?» demanda Marina un samedi matin. « Je veux lui montrer mon bulletin scolaire. » Donna Maria était devenue comme une grand-mère pour Marina, et leur visite hebdomadaire sur la place du village, où elles s'étaient rencontrées pour la première fois, était devenue une tradition chère à leur cœur. La vieille dame les accueillait toujours avec une immense fierté, observant la transformation de Marina comme si elle était sa propre petite-fille. « Elle va être si fière de toi », dit Eduardo en regardant les excellentes notes de Marina, « tout comme je le suis chaque jour. » Leurs visites dans le quartier n'étaient pas seulement des visites de courtoisie. Eduardo avait discrètement commencé à financer des améliorations dans le quartier. Une cuisine communautaire, une petite clinique médicale et des programmes éducatifs pour les adultes. Il n'a jamais cherché à faire de publicité pour ses actions, préférant honorer la leçon de Marina selon laquelle la véritable gentillesse n'a pas besoin d'être reconnue. À l'approche du 8e anniversaire de Marina, Eduardo organisa une fête spéciale. Mais plutôt que des cadeaux coûteux ou une fête somptueuse, il voulait créer des souvenirs mémorables et aider Marina à comprendre à quel point son courage avait changé non seulement leur vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. « Marina, pour ton anniversaire, aimerais-tu rendre visite à certaines des autres familles dont les pères sont encore en vie grâce à toi ?» demanda Eduardo. Les 3 hommes qui figuraient sur la liste des personnes à abattre étaient devenus des membres de leur famille élargie. Grâce à la réouverture de l'enquête rendue possible par le courage de Marina, la vérité sur la mort de leurs épouses avait été révélée et les responsables étaient désormais en prison. Ces hommes rendèrent souvent visite à Eduardo et Marina, amenant leurs propres enfants pour jouer avec elles. « Oui !» s'écria Marina. « La fille de l'oncle Roberto apprend à lire et j'ai promis de l'aider. » Eduardo était émerveillé de voir avec quel naturel Marina avait assimilé le concept de famille au-delà des liens du sang. Elle appelait les hommes sauvés « oncles »
et leurs enfants étaient ses cousins. Elle avait créé un réseau d'amour et de soutien qui se renforçait chaque jour. La fête d'anniversaire était certes spéciale, mais pas pour son luxe. Organisée dans le centre communautaire qu'Eduardo avait construit en l'honneur de Marina, elle réunissait les enfants des rues, les familles sauvées, les bénévoles de l'église qui les avaient aidés, et même certains des policiers qui avaient travaillé sur l'affaire. Le délégué Fernandez, désormais un ami proche de la famille, prononça un discours sur le courage de Marina. « Cette jeune femme n'a pas sauvé une seule vie », dit-il en regardant Marina avec admiration. « Elle a sauvé toute une communauté, en nous montrant que les héros ne se trouvent pas seulement parmi les grands. » Marina, gênée par toute cette attention mais rayonnante de bonheur, passa toute la fête à s'assurer que chaque enfant présent se sent inclus et aimé. Eduardo observait de loin, le cœur rempli de fierté et d'amour pour la personne remarquable que sa fille était en train de devenir. Alors qu'il se préparait à terminer la soirée, le père Antonio s'approcha d'Eduardo. « Vous savez, mon fils, ce que vous et Marina avez construit ensemble est vraiment miraculeux. Pas seulement la fondation, les refuges, les programmes, mais aussi l'espoir que vous avez donné à tant de gens. » Eduardo regarda Marina, qui lisait une histoire à un groupe d'enfants plus jeunes, la voix animée et pleine d'expression. « Elle m'a appris que l'argent n'est qu'un outil. L'amour et le courage sont ce qui transforment vraiment les vies. »« Et que lui apprendrez-vous lorsqu'elle grandira ?» demanda le prêtre. « Qu'elle sait déjà tout ce qui est important, » répondit Eduardo. « Mon travail consiste simplement à lui donner l'occasion d'utiliser cette sagesse pour aider les autres. » Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, Marina s'endormit dans la voiture, épuisée mais heureuse. Eduardo la regarda dans le rétroviseur, toujours émerveillé que cette petite personne extraordinaire ait choisi de le sauver ce soir-là au Le Jardin. Il repensa au complot qui aurait pu lui coûter la vie, à la trahison d'Isabella, à l'enquête et à la peur. Mais surtout, il repensa au moment où une courageuse fillette de 6 ans avait couru vers sa table et lui avait murmuré les mots qui avaient tout changé. « Mon oncle, ne mange pas ce gâteau. Elle a mis quelque chose dedans. » Cet avertissement ne lui avait pas seulement sauvé la vie, il lui avait donné un but, une famille, et un amour plus profond que tout ce qu'il avait jamais connu. Demain, Marina continuerait à grandir, à apprendre et à inspirer tous ceux qui l'entouraient. Et Eduardo serait là, fier d'être le père de la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique au Le Jardin, et tandis qu'Eduardo se tenait sur l'estrade du grand auditorium, regardant la foule rassemblée pour le gala annuel de la Fondation Eduardo et Marina, il avait du mal à croire au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Marina, désormais âgée de 10 ans, était assise au premier rang dans une magnifique robe bleue, les yeux brillants de fierté tandis qu'elle regardait son père s'adresser à l'auditoire, composé de philanthropes, de représentants du gouvernement et d'anciens enfants des rues qui avaient été aidés par leur fondation. « Il y a 3 ans, commença Eduardo d'une voix ferme mais émue, je pensais savoir ce que signifiait la richesse. Je pensais que le succès se mesurait en comptes bancaires et en contrats commerciaux. Mais une petite fille, la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, m'a appris que la véritable richesse réside dans les vies que nous touchons et l'amour que nous partageons. » Il s'interrompit, regardant directement Marina qui lui adressa un sourire encourageant. « Ce soir, je voudrais vous raconter l'histoire miraculeuse de cette petite fille qui n'a pas seulement sauvé ma vie, mais qui l'a complètement transformée. » Eduardo raconta leur histoire depuis le début, le dîner élégant, l'avertissement chuchoté à sa table, la découverte du complot et surtout le parcours de 2 âmes blessées qui trouvèrent la guérison l'une auprès de l'autre. Le public écoutait avec attention, beaucoup essuyant leurs larmes, tandis qu'ils décrivaient l'incroyable courage de Marina. « Notre fondation a désormais aidé plus de 2000 enfants, poursuivit Eduardo. Nous avons ouvert 15 refuges dans 3 États, offert une éducation à des centaines d'enfants qui n'auraient jamais pensé mettre les pieds dans une salle de classe, et surtout, nous avons montré à ces enfants qu'ils comptent, que quelqu'un croit en eux. » Les applaudissements ont été tonitruants, mais Eduardo a gardé les yeux fixés sur Marina, qui s'était discrètement levée de son siège. « Papa » a-t-elle dit d'une voix claire qui a résonné dans l'auditorium désormais silencieux, tandis qu'on lui tendait rapidement un micro. « Je peux dire quelque chose ?» Eduardo a acquiescé, le cœur gonflé d'amour et de fierté alors que sa fille montait sur scène à ses côtés. « Je voudrais dire quelque chose d'important à tout le monde,
dit Marina avec une assurance qui dépassait largement son âge. Quand je vivais dans la rue, je pensais que j'étais invisible. Je pensais que personne ne se souciait des enfants comme moi. Mais mon papa m'a appris que nous sommes tous là pour prendre soin les uns des autres. Elle fit une pause, regardant le public avec les mêmes yeux sages qui avaient d'abord attiré l'attention d'Eduardo. Certains d'entre vous pensent peut-être que je suis spécial parce que j'ai aidé à sauver la vie de mon père. Mais en réalité, chaque jour, chacun d'entre nous a la possibilité de sauver quelqu'un. Cela peut être en aidant un enfant à faire ses devoirs, en donnant à manger à quelqu'un qui a faim ou simplement en écoutant quelqu'un qui a besoin de parler. Les héros ne sont pas des personnes spéciales, ce sont des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires. Le public s'est levé pour applaudir spontanément quand Eduardo a senti des larmes couler sur ses joues, tandis qu'il serrait Marina dans ses bras. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités partaient, Eduardo et Marina se sont retrouvés seuls sur la scène de l'auditorium, les lumières tamisées et l'excitation de la soirée, laissant place à un calme paisible. « Tu es fier de moi, papa ?» a demandé Marina en se blottissant contre son épaule. « Marina, dit Eduardo doucement, je ne suis pas seulement fier de toi. Je te suis reconnaissant chaque jour d'avoir choisi de te soucier de la vie d'un inconnu. Tu ne m'as pas seulement sauvé de l'empoisonnement cette nuit-là. Tu m'as sauvé d'une vie sans sens, sans amour, sans but. Et tu m'as sauvé aussi, répondit Marina. Tu m'as montré que les familles ne naissent pas, elles se construisent grâce à des personnes qui choisissent de s'aimer, quoi qu'il arrive. » Eduardo regarda la salle vide et pensa à toutes les vies qui avaient changé parce qu'une petite fille courageuse avait choisi de parler. Le complot qui aurait pu le tuer lui avait au contraire offert une vie plus riche qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» demanda Eduardo, curieux de connaître ses rêves. « Je veux continuer à aider les enfants comme je l'ai fait, » répondit Marina sans hésiter, « mais peut-être en tant qu'avocate, pour pouvoir me battre pour eux au tribunal, ou peut-être médecin pour pouvoir les soigner quand ils sont blessés, ou peut-être que je dirigerai la fondation et la rendrai encore plus grande. » Eduardo sourit, sachant que quel que soit le chemin que Marina choisirait, elle excellerait grâce à son cœur compatissant et à son esprit indomptable. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» continua Marina. « Maintenant, Anna, Julia et tous les autres enfants que nous avons aidés vont grandir et aider encore plus d'enfants. C'est comme des ondulations dans un étang, papa. Un acte de gentillesse en engendre 100 autres. » Alors qu'ils rentrèrent chez eux sous le ciel étoilé, Eduardo réfléchit à la profonde vérité des paroles de sa fille. Ce qui avait commencé comme une terrifiante expérience de mort imminente s'était transformé en un héritage d'amour qui se perpétuerait longtemps après leur mort. « Marina, dit-il en arrivant devant la porte d'entrée, quand tu m'as murmuré ces mots au restaurant, mon oncle ne mange pas ce gâteau. Tu as changé le cours de ma vie. Mais plus que cela, tu as changé la vie de milliers de personnes qui ne connaîtront même jamais ton nom. » Marina leva les yeux vers lui avec ce même regard pénétrant qui avait vu le danger là où les autres ne voyaient qu'un dessert. « Ce n'est pas grave, papa. La meilleure façon d'aider, c'est quand personne ne sait que tu l'as fait. » Eduardo borda sa fille dans son lit ce soir-là, sachant que même si leur histoire touchait à sa fin, leur impact ne faisait que commencer. Marina lui avait appris que l'héroïsme n'était pas une question de gestes grandioses ou de reconnaissance, mais plutôt le choix d'agir quand cela compte le plus, même quand on a peur, même quand on est petit, même quand personne ne regarde. Et alors qu'il éteignait la lumière et lui donnait un baiser pour lui souhaiter bonne nuit, Eduardo murmura une prière de gratitude pour cette nuit, où une petite fille sans abri avait couru vers sa table avec un avertissement qui avait sauvé non seulement sa vie, mais aussi son âme. Dehors, la ville bourdonnait des rêves de millions de personnes, et parmi eux se trouvaient des enfants qui grandiraient en sachant qu'ils comptaient, parce qu'une petite fille courageuse leur avait montré que même la plus petite voix pouvait changer le monde. Fin.